Je dis mes droits face à l'État. 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 Je dis mes droits face à l'État, tribune des droits de l'homme. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre dans ce numéro essentiellement consacré à la session d'information du projet d'intégration des droits de l'homme dans la réponse aux impacts socio-économiques de la pandémie Covid-19 en Afrique centrale. Organisé par le Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, au siège de la Commission nationale des droits de l'homme, à l'intention des organisations de la société civile et autres des droits de l'homme de la République du Congo, cette session d'information qui a duré 2 jours a été ouverte par Antoine Malonga, secrétaire général de la CNDH Congo. Je voudrais tout simplement dire toute la reconnaissance de la Commission nationale des droits de l'homme pour cette activité qui tombe à point nommé. Nous nous débattions comme nous pouvions, mais maintenant nous pouvons dire que nous ne sommes pas seuls. Nous avons un appui de taille et qu'ensemble, nous allons arrêter les procédures, les modalités, les stratégies pour intégrer la dimension des droits de l'homme dans cette lutte contre cette pandémie. Tout le monde sait que les droits de l'homme sont un levier essentiel dans cette lutte contre la pandémie. Aux participants, je vous exhorte de prendre au sérieux les échanges que nous allons avoir ici. La société civile, la vraie, donc la vôtre comme vous, la vraie société civile comme vous, doit être à l'avant-garde de cette lutte contre la pandémie en s'assurant que les droits de l'homme sont respectés. Ça, c'est notre défi. Nous sommes les surveillants, vous êtes les surveillants dans la population comme société civile. Les conclusions que nous allons tirer soient réalisées ensemble. En fait, d'ores et déjà, entre vous, société civile, et la Commission nationale des droits de l'homme, nous devons constituer cette plateforme de travail, de concertation. Il faut qu'on y arrive, il y a déjà les ébauches, mais il est question de finaliser. Là, concrètement, voici déjà notre plateforme, CNDH, société civile. Sur ce, je déclare ouvert la session d'information et de formation sur le projet des Nations Unies concernant l'intégration des droits de l'homme dans la riposte à la pandémie du coronavirus Covid-19. Juste après ce bref mot introductif du secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme, place à présent aux interventions des conférenciers de cette mission sous-régionale. La première a consisté à la notion des droits de l'homme. Dans la définition des droits de l'homme, les droits de l'homme aussi concourent à assurer à l'être humain des garanties pour sa protection et celle de sa collectivité contre des actions ou contre des omissions. Donc, on peut parler de violation, pas seulement en termes d'action, mais aussi en termes d'omission. On va voir quelques exemples. Alors, une action, un exemple d'une action. La police tire à balles réelles sur des manifestants pacifiques, et là ça arrive généralement. Des civils non armés faisant des décès et des blessés. Ça c'est une action. Donc lorsqu'il y a une manifestation, en général lorsqu'il y a une manifestation, on fait appel à la force publique pour réglementer l'ordre public
Et des fois, ça peut dégénérer et on peut avoir des cas comme ceux décrits. Alors, un autre cas, c'est un policier qui fouette un détenu pour l'obliger à avouer les charges de participation au mouvement insurrectionnel. Donc, dans la qualification, on pourra voir que ceci pourrait donner lieu à un mauvais traitement ou à un acte de torture. Parce qu'il le fouette pour l'obliger à avouer les charges de participation à un mouvement insurrectionnel. Et dans la dynamique du droit international des droits de l'homme, il s'agit d'un acte interdit, parce que c'est un acte de torture. Et donc c'est interdit par une convention. Il y a toute une convention spécifique sur la torture. La torture, une convention contre la torture, les traitements inhumains, cruels, inhumains et dégradants. Alors, on a un autre exemple en termes d'action, la direction d'une école publique qui suspend les élèves de son école pour leur appartenance politique. Des fois, c'est courant. L'appartenance politique peut avoir un impact dans la jouissance de certains droits. Et là, en l'occurrence, un droit économique, social et culturel, le droit à l'éducation. Pour des raisons politiques, on suspend des élèves pour ne pas prendre part à des cours. Donc, un autre exemple, maintenant c'est en termes d'omission. Alors, c'est toujours des cas de figure fictifs. Salamou, le commandant de du 425e bataillon, apprend que les officiers de la compagnie 4251 ont violé une trentaine de femmes dans un village sous la protection sans rien faire. Donc, il s'agit là en l'espèce d'un haut gradé, d'une unité, en l'occurrence une unité de sécurité, de force de sécurité, qui apprend qu'il y aurait une trentaine de femmes qui auraient été violées. Maintenant, quelle est l'action qu'il a prise lorsqu'il a eu cette information? Est-ce qu'il y a eu des sanctions? Est-ce qu'il y a eu des mesures disciplinaires, des mesures judiciaires qui ont été prises en l'encontre de ces personnes qui ont été visées? Donc le fait de ne pas prendre des mesures, c'est une omission qui est une omission coupable. Donc un autre exemple, c'est Moussa, le commissaire de police de Ikoni, c'est une place fictive, qui voit les détenus torturés par ses agents de police sans réagir. Là, comme on l'a dit, il y a une convention. La torture, c'est un acte interdit. Et même les aveux faits à travers la torture, des actes de torture, ne peuvent pas être admissibles en juridiction. Et c'est ça qui est prévu même dans la convention. La deuxième communication a eu pour thème les objectifs du développement durable et les droits de l'homme, mieux reconstruire dans le contexte de la pandémie Covid-19. En fait, pour nous, reconstruire en mieux indique qu'il faudrait se concentrer sur plusieurs éléments, dont l'obligation des États. Il faudrait commencer par l'obligation des États en matière de droits de l'homme. Et là, il ne s'agit pas d'embarrasser l'État. Il est question ici de rappeler à l'État qu'il a décidé d'être déterminé à remplir certaines obligations sur le plan national, international et régional, et qu'il faudrait justement le suivre. Et en tant que société civile, bien sûr, il faudrait surveiller que ces obligations soient mises en œuvre. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un élément dont on a parlé toute la matinée déjà, inclusion et participation. Il faudrait indiquer que ce ne sont pas juste des principes, ce sont des principes des droits de l'homme. Quand on parle de participation, quand on parle d'inclusion, quand on parle de transparence, quand on parle d'information, parce qu'on ne peut pas participer si on n'a pas accès à l'information. Quand on vous demande de venir présenter votre opinion sur l'EPU, par exemple, il faudrait avoir le rapport, il faudrait connaître quelles sont les recommandations qui ont été posées à l'État afin de mieux analyser et de participer. Donc, l'accès à l'information est important.
Et là, il y a certaines informations précises qu'il faut. On parle beaucoup plus de données désagrégées. Donc, si vous avez un budget qui parle de... Prenons le budget de la santé, sur la santé par exemple. Il faudrait qu'on sache concrètement quel est le budget qui a été alloué à chacune des régions ou départements, comme vous le dites ici. Quels sont les groupes qui bénéficient le plus de ces budgets alloués et comment. Et pour ça, il nous faut des données désagrégées. On parle bien sûr de non-discrimination et égalité, et là enfin on parle de mesures de relance économique fondées sur les droits de l'homme. Et bien sûr, j'ai mentionné le budget, mais nous savons aussi que l'État a déjà dû emprunter beaucoup d'argent, on parle de dette ici, qu'il va devoir rembourser. Donc, quelles sont les conditions sous lesquelles ces dettes ont été prises? Où est-ce que l'argent est passé? On parle de redistribution aussi. Qui bénéficie de ces dettes-là? Donc ça, ce sont des questions qu'il faudrait aussi, en tant que société civile, qu'il faudrait suivre. Et on a eu tendance à beaucoup plus se concentrer sur les droits civils et politiques, mais je pense que la pandémie de Covid-19 nous donne cette opportunité-là de poser beaucoup plus de questions, et questions difficiles. Encore, je dis, il ne s'agit pas d'embarrasser l'État, il s'agit d'indiquer à l'État pourquoi est-ce qu'on devrait travailler ensemble. C'est-à-dire pourquoi est-ce que l'État devrait travailler avec la société civile, qui a une connaissance du contexte plus approfondie. On devrait expliquer à l'État pourquoi est-ce que le système des Nations Unies, par exemple, pourrait apporter, pourquoi et comment le système des Nations Unies pourrait apporter son appui à l'État et d'autres partenaires de développement. Donc, il ne s'agit pas là d'embarrasser l'État, mais plutôt de montrer pourquoi et comment l'État a besoin d'aide, okay? Et quelle offre on pourrait apporter. Donc, voici en bref ce que je voulais dire ce matin. Bien sûr qu'on pourrait continuer les discussions plus tard. Antoine Malonga, secrétaire général de la Commission nationale des droits de l'homme de la République du Congo, est revenu sur l'importance de ces assises. Les droits de l'homme sont considérés comme un levier essentiel dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. Donc, il y a des mesures qui sont prises par le gouvernement, des mesures de distanciation physique, le port obligatoire du masque, etc., etc. Mais dans l'application de ces mesures, il faut absolument que la dignité humaine soit respectée. Et quand on parle de la dignité humaine, on parle des droits de l'homme. Et le champ des droits de l'homme est vaste. Par exemple, le droit à la santé. Donc, en cette période, les établissements sanitaires, le personnel de la santé doit savoir recevoir et traiter les malades avec beaucoup plus d'égard, tout en respectant la dignité humaine, en respectant les droits humains. Vous avez le droit à la santé, vous avez le droit de libre circulation, aller et venir. Bon, sous l'état d'urgence sanitaire, avec le couvre-feu, il y a comme une limitation, il y a une limitation du droit d'aller et de venir. Mais il faut craindre qu'il y ait des abus. Et donc, notre rôle en tant que Commission nationale de l'homme, le rôle de la société civile impliquée dans la protection des droits de l'homme, c'est de veiller à ce que ceux qui sont chargés, par exemple, de faire respecter le couvre-feu, le fassent conformément au respect de l'homme. Ce projet est un projet qui a été initié au niveau des Nations Unies. Et cette mission est venue nous informer du contenu de ce projet, des modalités d'exécution de ce projet, des objectifs de ce projet, les résultats que l'on doit chercher à atteindre. Donc voilà le sens de cette mission-là. Donc là, nous sommes en session d'information sur ce projet des Nations Unies, le projet Covid-19. De son côté, Laurent Akobi, chef de délégation de la mission du Centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, relève l'importance de ce projet. Vous savez bien, le bureau régional
du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme couvre le Congo, comme 10 autres pays de l'Afrique centrale, de la CAC. Et donc ce projet que nous avons initié l'année passée, c'est de voir comment on peut intégrer les droits de l'homme dans la réponse à la pandémie. Et nos cibles, c'est quoi? C'est les gouvernements, n'est-ce pas? Et dans leur plan de réponse, comment on peut les aider à intégrer l'approche droits de l'homme dans la réponse à la pandémie. Par le plaidoyer, voilà, par le renforcement des capacités des acteurs. Voilà. Autre cible, c'est la Commission des droits de l'homme ici au Congo. Ce sont en général les institutions nationales des droits de l'homme. Comment on peut les accompagner à surveiller, à mener les actions de surveillance et de veille des droits de l'homme dans le contexte de la pandémie. C'est aussi la société civile. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes avec la société civile. Comment on peut les accompagner à renforcer la capacité dans les actions de veille, de surveillance et de plaidoyer pour les droits de l'homme dans le contexte de la pandémie. L'autre cible aussi, c'est nos agences sœurs des Nations Unies. Nous, c'est le Haut Commissariat aux droits de l'homme. Il y a d'autres agences que vous connaissez ici qui travaillent bien. Mais l'approche droits de l'homme n'est pas toujours, on ne pense pas toujours à l'approche droits de l'homme. Et donc, comment nous, on peut faire le plaidoyer, comment on peut les soutenir pour intégrer l'approche des droits de l'homme dans tout ce qu'ils font pour la réponse à la pandémie. Vous vous rappelez, il y a 1 an et plus, en 2020, en février 2020, le secrétaire général des Nations Unies, M. Antonio Guterres, a fait devant le Conseil des droits de l'homme ce qu'on appelle l'action pour les droits de l'homme, l'appel à l'action pour les droits de l'homme. Il a appelé à l'action pour les droits de l'homme. Ça veut dire que tout ce que nous faisons au niveau du système, les droits de l'homme doivent être au cœur de nos actions. Mais 1 an plus tard, donc en 2021, en février 2021, il est revenu sur cet appel-là, dans le contexte, vous voyez, dans le contexte de la pandémie, pour dire que cet appel-là est toujours valable. Et cette fois-ci, l'appel a été fait devant les États membres des Nations Unies, pour dire tout ce qu'ils font pour répondre, pour la réponse à la pandémie, il faut que les droits de l'homme soient au cœur de leurs actions. Et voilà, quelques mois après, on a saisi cet appel du secrétaire général pour initier un projet qui a été financé, heureusement, par la Belgique. Je voudrais, par votre canal, remercier le Royaume de Belgique qui a financé ce projet-là et qui doit nous conduire jusqu'en 2022, décembre 2022. Voilà, pour le moment, c'est ce que nous avons retenu. Les participants qui ont salué à sa juste valeur cette initiative relèvent la nécessité de faire participer activement la société civile congolaise dans les opérations de lutte contre la pandémie Covid-19. Nous avons effectué une mission à Infondo dans la Sangha où nous sommes allés au fin fond à 15 km d'Infondo où nous avons échangé surtout avec les populations autochtones, mais là aussi, quand on nous parle du renforcement du droit à l'éducation pour tous, y compris l'accès des filles, mais nous avons vu les populations autochtones faire des déclarations qui font même pleurer. Ils n'ont presque pas droit à l'éducation, ils sont abandonnés à eux-mêmes. Surtout, nous sommes allés là-bas en période de Covid, où nous avons distribué un certain nombre de bavettes. Mais les gars, ils vous disent clairement que quand les bavettes viennent ici, c'est pour les Bantous. Eux, ils ne sont même pas associés. Voilà pourquoi ils ont déclaré qu'ils voulaient des stocks destinés aux populations autochtones parce que les Bantous ne regardent même pas de leur côté. Donc vous comprenez bien que loin de renforcer le droit, mais sur le terrain, il se passe des écarts contraires. Donc le droit n'est pas du tout respecté. Surtout à l'endroit des populations autochtones. Et on peut comme ça dire, sur l'ensemble des choses, je ne voudrais pas ici dire que le gouvernement ne fait rien du tout, ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je dis très peu de choses sont faites et en ce moment-là, puisque après il faut aller vers les recommandations, nous pensons très raisonnablement qu'en tant que société civile, aller vers le gouvernement et l'ensemble des institutions pour signer
des partenariats d'engagement, que la société civile soit véritablement engagée sur ces questions et que sa voix aussi porte, avec des constats de terrain, des propositions, des suivis de tout ce qu'il y a à mettre en œuvre comme programme et d'évaluer. Bon, ce que nous attendons, c'est ce qu'on va bientôt ficeler tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'on aura décidé par rapport aux suggestions que nous avons faites, on va ficeler une feuille de route et à partir de cela, on va se mouvoir, c'est-à-dire aider à accomplir la tâche que les gouvernants ont déjà engagée. Des propositions, nous venons de dire par exemple qu'en dehors des canaux traditionnels d'information, nous pouvons par exemple descendre dans ce que nous allons appeler, je prends le cas de l'église, je prends le cas des casernes, je prends le cas des écoles. Nous descendons et nous faisons passer des messages. Pour le cas des églises, par exemple, on le fait passer avec les pasteurs ou, disons, les chefs de confession religieuse. Ceux qui, en s'appropriant des messages, continuent ce que nous avons fait. Donc, nous voyons les groupes cibles, c'est ce que je veux dire. Les groupes cibles. Et dans les régions, mêmement. Nous allons aussi dans les régions et on organise des rencontres à l'occasion desquelles on fait passer le message. Mais cela, il y a encore une conditionnalité. Parce qu'on a possibilité formelle, mais on n'a pas les possibilités réelles. Il faut donc rassembler tout ça. Et nous sommes disposés, on est capables, on sait ce qu'on peut faire pour accompagner l'effort du gouvernement. Entendu que les droits de l'homme englobent tout ce qui concerne l'accomplissement ou alors l'épanouissement de l'homme. Les questions de santé sont là, dans les droits de l'homme. Donc la COVID-19 vient comme mettre à mal les questions des droits de l'homme. Donc il faut aller la contrer la COVID-19. Et c'est une des tâches des droits de l'homme, même si par le passé on n'avait pas pensé à ça, mais c'est une situation qui se crée et on doit y faire face. Fin de ce numéro de la Tribune des droits de l'homme. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve prochainement dans un autre numéro.